Le jour de notre 10e anniversaire, mon mari m'a tendu les papiers du divorce. Puis il m'a giflé et a hurlé, « Sors d'ici avec tes enfants. Cette maison n'a jamais été la tienne. » J'ai pris mes enfants, j'ai franchi la porte et j'ai dit 6 mots. Le jour de notre 10e anniversaire de mariage, mon mari m'a tendu les papiers du divorce à travers la table que nos enfants avaient aidé à mettre avec leurs propres petites mains. Puis, quand je lui ai demandé pourquoi, juste demandé pourquoi, c'est tout, il m'a giflé assez fort pour que je sente un goût de cuivre, et m'a hurlé de sortir, de prendre les enfants si je le voulais, parce que selon lui, rien de tout cela n'avait jamais vraiment été à moi. J'ai pris ma fille de 6 ans et mon fils de 4 ans, un sur chaque hanche, j'ai marché jusqu'à la porte, je me suis retourné, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit 4 mots qui, je vous le promets, vous donneront envie de vous lever et d'applaudir à la fin de cette histoire. J'ai dit, vous avez besoin de ma signature. Il s'est moqué de moi. Je me souviens de ce rire plus que de la gifle. C'était un rire bref, laid, incrédule, le rire d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Il n'avait aucune idée de ce que ces 4 mots signifiaient, mais il allait l'apprendre. En l'espace de 6 semaines, il comprendrait exactement ce qu'il voulait dire. Et d'ici là, il serait beaucoup trop tard pour qu'il puisse y faire quoi que ce soit. Je m'appelle Anaïs, et voici l'histoire de comment l'homme avec qui j'ai construit toute une vie a essayé de m'effacer de celle-ci, et comment je me suis assuré qu'à la place, il s'efface lui-même. Il y a 10 ans, je n'étais pas la femme qui possédait la moitié d'une entreprise de design et de rénovation. J'étais une jeune femme de 26 ans avec une table pliante, un ordinateur portable couvert d'éclaboussures de peinture et la conviction tenace que les gens méritaient des maisons qui leur ressemblent plutôt qu'un catalogue de salles d'exposition. Mon père, avant de décéder, m'avait laissé un petit bâtiment commercial en périphérie de la ville. Rien de glamour, juste 4000 pieds carrés d'entrepôt plein de courants d'air qu'il avait utilisé pour sa propre entreprise de construction pendant 30 ans. Il me l'a légué spécifiquement dans une fiducie avec un langage très particulier parce qu'il me connaissait. Il savait que s'il me le laissait directement, un jour, un homme beau parleur pourrait me convaincre de le céder par amour, par épuisement ou par simple désir de maintenir la paix. Il ne me l'a donc pas laissé directement. Il me l'a laissé par le biais d'une fiducie familiale qui exigeait ma signature personnelle notariée pour toute vente, tout refinancement ou tout transfert de la propriété, peu importe le nom de qui que ce soit d'autre qui serait ajouté à tout ce qui serait construit dessus. Plus tard, l'avocate de mon père à l'époque, une femme vive et pragmatique nommée Cresa, a rédigé les documents elle-même et m'a dit quelque chose que je n'ai pleinement compris que des années plus tard. Anaïs, l'amour rend les gens généreux. La générosité est belle jusqu'à ce que quelqu'un en profite. Cette clause ne vise pas à ne pas faire confiance à votre futur mari. Elle vise à ne faire entièrement confiance à personne avec la seule chose que votre père a construite de ses propres mains. J'ai rencontré Ransom 8 mois après la mort de mon père. Il était charmant de la manière spécifique dont les hommes confiants sont charmants. Il a complimenté la brique apparente de mon entrepôt avant même de me complimenter moi. Et d'une certaine manière, cela semblait plus honnête qu'une flatterie adressée à mon visage. Il avait un MBA et aucun capital, et j'avais hérité de l'immobilier et aucun partenaire commercial formel. À l'époque, cela semblait être le destin. En 1 an, nous étions mariés. En 2 ans, nous avions transformé l'entrepôt poussiéreux de mon père en Solstice Home & Design, une entreprise qui rénovait des maisons, les mettait en scène et a finalement construit une petite chaîne de salles d'exposition de design de charme dans 3 comtés. Ransom s'occupait des opérations et du financement. Je m'occupais du design, des relations avec les clients et, discrètement, de la fiducie qui possédait le bâtiment physique sur lequel tout était construit. Je veux être honnête avec vous. Ces 6 ou 7 premières années ont été bonnes. Vraiment bonnes. Nous avons eu Coraline, 2 ans plus tard, Anson. Ransom entraînait l'équipe de soccer de Coraline même s'il ne connaissait pas une seule règle du soccer quand il a commencé. Il m'arrivait de m'endormir sur le canapé du bureau certains soirs lorsque nous étions débordés par un lancement, et il me couvrait de sa veste et allait préparer lui-même le café pour l'équipe du matin. Je vous dis cela parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est l'histoire d'un monstre qui a toujours été un monstre. C'est l'histoire d'une bonne décennie qui a tranquillement, lentement, tourné au vinaigre, et de comment j'ai failli ne pas le remarquer jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Le vinaigre avait un nom. Elle s'appelait Annabelle. Annabelle est entrée dans l'entreprise en année 8. Elle nous a été présentée à tous les deux comme une consultante financière spécialisée dans l'aide aux entreprises de design et de rénovation pour se développer en modèle de franchise.
Elle était raffinée d'une manière qui, pour la première fois depuis des années, m'a fait prendre conscience de la peinture sous mes ongles. Elle parlait à Ransom de potentiel de croissance, d'évolutivité de la marque et de déblocage de fonds propres. Des phrases qui illuminaient ses yeux d'une manière que les réactions heureuses et larmoyantes de nos vrais clients à la vue de leur maison terminée ne parvenaient plus tout à fait à faire. J'ai remarqué le changement avant de le comprendre. Ransom a commencé à avoir des réunions sans moi. Il a commencé à dire nous à propos de décisions auxquelles je n'avais pas participé. Il a commencé à parler de Solstice comme de ma société dans des conversations avec les fournisseurs, laissant tomber le nôtre si nonchalamment que je me suis dit que j'avais mal entendu les 3 premières fois. Je lui en ai parlé une fois, doucement, pendant un dîner, à l'époque où je croyais encore que la douceur était la bonne approche. Je lui ai demandé si quelque chose avait changé entre nous. Il m'a dit que j'étais paranoïaque, que diriger une entreprise avec son conjoint créait naturellement des frictions, que je devrais être reconnaissante qu'il pense à la vue d'ensemble pendant que j'étais encore dans les détails avec les nuanciers de couleurs et le maternage des clients. Ce mot, détail, est resté coincé dans ma poitrine pendant des jours. J'avais bâti les relations avec les clients qui ont fait la réputation de Solstice. J'avais littéralement fourni le bâtiment dans lequel toute l'entreprise opérait. Mais quelque part au cours de ces mois, dans son esprit, j'étais devenu la partenaire de second ordre, celle qui était remplaçable. Cela s'est manifesté par de petites choses au début, le genre de petites choses que je pense que la plupart des femmes dans de longs mariages reconnaîtront, même si elles ne peuvent pas les nommer tout de suite. Il a cessé de me demander d'assister aux appels avec les fournisseurs où j'étais auparavant celle qui concluait l'affaire. Il a commencé à programmer des dîners stratégiques avec Annabelle les soirs où j'aurais normalement fait faire les devoirs aux enfants au bureau pour que nous puissions tous rentrer à la maison ensemble. Il a acheté un nouveau costume pour une réunion de présentation, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour une de mes présentations clients, quelle que soit l'importance du compte. Une fois, je l'ai entendu au téléphone dans le garage, riant de quelque chose qu'Annabelle avait dit, utilisant une voix plus chaleureuse que celle qu'il utilisait pour me demander comment s'était passée ma journée. Je me suis dit que c'était pour les affaires. Je me suis dit beaucoup de choses cette année-là, parce que l'alternative était d'admettre que l'homme avec qui j'avais construit une décennie répétait tranquillement une version de sa vie qui n'avait plus de rôle clair pour moi. Ce que je ne savais pas alors, et que je ne comprendrai pleinement que bien plus tard, c'est qu'Annabelle ne faisait pas simplement du conseil pour l'entreprise. Elle positionnait Ransom, soigneusement, patiemment, vers un rachat complet et un accord d'expansion avec un groupe d'investissement extérieur avec lequel elle avait des relations. L'accord, tel qu'elle l'avait structuré, aurait triplé l'empreinte de Solstice en 18 mois. Il aurait fait de Ransom, sur le papier, un homme riche. Il n'y avait qu'un seul obstacle entre Ransom et cet accord, un document de fiducie vieux de 10 ans, déposé auprès du comté. Cela signifiait que rien ne pouvait être vendu, refinancé ou transféré sans ma signature notariée, car le bâtiment physique sur lequel reposait toute l'entreprise appartenait toujours légalement à une fiducie dont j'étais l'unique bénéficiaire et l'unique signataire autorisé. Ransom avait oublié cette clause. Ou peut-être ne l'avait-il jamais pleinement comprise au départ. Les hommes qui ne construisent pas les fondations se soucient rarement de lire les petits caractères des fondations. Annabelle, étant minutieuse, n'avait pas oublié. Elle avait en fait passé plusieurs mois à essayer de trouver une solution de contournement. Et quand elle n'en a pas trouvé, elle a opté pour quelque chose de plus simple et de plus cruel à la place. Se débarrasser d'une épouse. Le plan, tel qu'il m'a finalement été expliqué par Cresa des mois plus tard, le lisant sur une chronologie imprimée comme une femme diagnostiquant une blessure, était d'une simplicité presque insultante. Si Ransom divorçait de moi rapidement, discrètement, et à des conditions qui m'étaient défavorables, des conditions que je pourrais signer sous le choc, dans le chagrin, pressé de protéger mes enfants de voir leurs parents se disputer, il y avait une chance, une réelle chance juridique. Qu'un règlement hâtif puisse inclure un langage transférant tous les intérêts immobiliers adjacents à l'entreprise à lui. Pas la fiducie elle-même, qui ne pouvait légalement pas être touchée de cette manière, mais un langage suffisamment vague signé par une femme dépassée, prise au dépourvu, sans son propre avocat dans la pièce, pour créer un véritable levier. Un levier qu'Annabelle pourrait ensuite utiliser pour argumenter devant les investisseurs que la question de la propriété était résolue et que l'accord pouvait se poursuivre. Cela a failli fonctionner. Cela a failli fonctionner parce que le chagrin et l'humiliation poussent les gens à agir vite et à réfléchir lentement. Et Ransom le savait à mon sujet. Il savait que s'il le faisait de manière assez publique, assez douloureuse, je voudrais fuir plutôt que de me battre. Il a choisi notre 10e anniversaire parce qu'il savait que j'aurais prévu quelque chose.
C'était le cas. J'avais réservé notre restaurant italien préféré pour le week-end suivant et j'avais demandé à Coraline et Anson de m'aider à mettre notre propre table de salle à manger ce soir-là. Des serviettes en tissu pliées en petits triangles par des mains de 4 ans. Un gâteau acheté en magasin avec les noms des 2 enfants inscrits en glaçage bleu parce qu'Anson avait insisté pour que son nom y figure aussi, même si ce n'était pas son anniversaire. Je voulais un dîner de famille calme et authentique avant le dîner plus chic. Je voulais que Ransom voie dans notre propre cuisine tout ce qu'il avait encore. Au lieu de cela, il a attendu que les enfants soient assis, attendu que j'allume la bougie au centre de la table, puis a posé une enveloppe à côté de mon assiette. Je pense qu'il est temps que nous arrêtions de faire semblant, a-t-il dit de la même voix qu'il utilisait pour conclure les négociations avec les fournisseurs. Je l'ai ouverte devant mes enfants parce que je pensais sincèrement que cela pouvait être une carte. Ce n'était pas une carte. C'était une requête en dissolution de mariage déjà signée par lui, déjà datée, avec une note adhésive dessus de son écriture qui disait « Signé simplement où c'est indiqué ». Coraline a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que c'était de la paperasse pour adultes, ma voix faisant quelque chose que je ne savais pas que les voix pouvaient faire, rester stable alors que tout en dessous s'effondrait. J'ai demandé tranquillement à Ransom si nous pouvions en parler ailleurs, quelque part sans nos enfants à table. C'est à ce moment-là qu'il s'est levé si vite que sa chaise a heurté le sol et m'a dit que j'avais eu 10 ans pour trouver ma place et que ma place n'avait apparemment jamais inclus de comprendre à qui appartenaient réellement les choses. Quand j'ai dit que son nom n'était pas sur le bâtiment, ce qui était vrai, et ce que j'ai dit uniquement parce que j'avais peur et que je me raccrochais au seul fait que je savais être solide, quelque chose dans son visage a changé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a traversé la cuisine en 2 pas et m'a giflé au visage assez fort pour faire tourner ma tête sur le côté, assez fort pour qu'Anson se mette à crier avant même que je n'enregistre la brûlure. « Sors, a-t-il dit. Prends les enfants si tu les veux. Sors de ma maison. » Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de cette phrase, car c'est la phrase sur laquelle toute cette histoire repose. Il y croyait complètement. Il croyait que la maison, l'entreprise, la décennie, tout cela, n'avait toujours existé que grâce à lui, et que j'étais et avais toujours été une invitée dans ma propre vie. Il ne revendiquait pas les enfants comme étant uniquement les siens. Même dans ce moment de rage, il n'est pas allé aussi loin, mais il voulait que je sente que je partais avec rien d'autre. Et pendant une longue et froide seconde dans cette cuisine, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pris Anson, qui n'arrêtait pas de pleurer, et j'ai pris la petite main tremblante de Coraline, et j'ai marché jusqu'à la porte. Et puis je me suis retourné parce qu'une partie de moi, peut-être la partie de mon père, la partie qui avait insisté sur ce langage de fiducie une décennie plus tôt alors que je le trouvais excessif et inutile, savait exactement quoi dire. Vous avez besoin de ma signature. 4 mots. Je ne les ai pas expliqués. Je n'en avais pas besoin, pas encore. J'ai juste regardé son visage vaciller de confusion au lieu de triomphe, et j'ai emmené mes enfants dehors dans le froid. Nous avons passé cette première nuit chez ma belle-sœur, la propre sœur de Ransom, Ottoline, qui a ouvert sa porte à 23 heures sans poser une seule question quand elle a vu mon visage et les joues striées de larmes de mes enfants. Je veux le mentionner ici parce qu'elle a de l'importance plus tard. Elle a jeté un coup d'œil à la marque sur ma joue, n'a rien dit de critique sur son frère devant les enfants, a mis les 2 enfants au lit dans sa chambre d'amis avec la veilleuse allumée, puis s'est assise en face de moi à sa table de cuisine et a dit « Raconte-moi tout, tout. Et ensuite dis-moi ce dont tu as besoin. » 3 jours plus tard, quand le bleu avait atteint sa pleine et laide couleur au lieu de s'estomper, je suis allé dans une clinique de soins d'urgence près de la maison d'Ottoline. Non pas parce que j'avais besoin d'un traitement médical, mais parce que j'avais besoin d'un dossier médical daté et horodaté. L'infirmière praticienne l'a photographié, a documenté l'emplacement et la forme de la marque, et m'a demandé gentiment et sans pression si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi. Je lui ai dit que je n'avais pas de maison où retourner. Elle m'a quand même donné un dossier de ressources, ainsi qu'un résumé de visite imprimé, que j'ai gardé dans une enveloppe en manille dans ma boîte à gants pendant les semaines suivantes comme si c'était le document le plus précieux que je possédais. C'est Ottoline, en fait, qui m'a suggéré d'appeler Cresa, l'ancienne avocate de mon défunt père, celle qui avait rédigé la fiducie originale. J'étais resté en contact avec Cresa au fil des ans, principalement pour des formalités de fiducie de routine et un bilan annuel que son cabinet exigeait. Donc, il n'était pas étrange qu'Ottoline connaisse aussi son nom. Cresa s'était également occupé de certaines affaires de succession de la famille après le décès de mon père. Des affaires qui touchaient aussi un peu la famille de Ransom. C'était un petit chevauchement sans glamour,
le genre qui se produit dans de vraies familles avec un avocat de petite ville de longue date, pas une intrigue de film. J'ai appelé Kreza le lendemain matin. Je me souviens encore d'être assise dans son bureau, enveloppée dans le manteau emprunté à Ottoline parce que je n'avais pas pris de vêtements d'hiver en fuyant ma propre cuisine, lui racontant tout. Les papiers, la gifle, les 4 mots que j'avais prononcés sans comprendre pleinement pourquoi. Kreza a écouté sans interrompre, comme elle l'avait toujours fait. Et quand j'ai fini, elle a sorti un dossier épais d'une armoire derrière elle. Le dossier de mon père, les documents originaux de la fiducie de 1998, toujours impeccables malgré leur âge. Anaïs, a-t-elle dit, votre père n'était pas un homme sentimental, que Dieu ait son âme, mais il était un homme prudent. Il a mis dans cette fiducie un langage que je n'ai utilisé qu'exactement 2 fois dans toute ma carrière. Comprenez-vous ce que cela signifie que Ransom ait mis votre nom sur une requête en divorce qui fait référence à des actifs commerciaux construits sur cette propriété? Je lui ai dit que non. Pas entièrement. Cela signifie, a-t-elle dit, que tout refinancement, expansion, vente ou transfert impliquant l'empreinte physique de Solstice nécessite votre signature notariée en tant qu'unique bénéficiaire fiduciaire, pas une signature conjointe, pas un vote majoritaire entre partenaires. La vôtre seule. Si votre mari a discuté d'un investissement extérieur ou d'un rachat avec qui que ce soit, et je soupçonne d'après ce que vous me dites que c'est le cas, cet accord ne peut légalement pas être conclu. Pas sans vous. Et il n'aurait jamais pu l'être, pas un seul jour de votre mariage. Je me suis assise dans ce bureau et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine que je ne peux décrire que comme l'exact opposé d'une gifle. Pas encore le triomphe, juste la première clarté froide de la compréhension que je n'étais pas, en fait, debout sur du vide. Les semaines suivantes n'ont pas été cinématographiques. Je veux être honnête à ce sujet aussi, parce que je pense que des histoires comme la mienne sont parfois racontées comme si, au moment où vous apprenez la vérité, tout se résolvait en un montage satisfaisant. Ce ne fut pas le cas. J'étais toujours une femme avec 2 jeunes enfants, une marque s'estompant lentement sur ma joue, et une entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains dans laquelle je ne pouvais actuellement pas mettre les pieds parce que Ransom avait changé les serrures des bureaux de Solstice. Pas le bâtiment de la fiducie lui-même, qu'il ne pouvait légalement pas toucher, mais les bureaux intérieurs où se trouvaient nos fichiers clients, mon portfolio de design et 10 ans de travail. Coraline a commencé à demander tous les soirs au moment du coucher quand nous allions rentrer à la maison. Anson, trop jeune pour poser de telles questions, a simplement commencé à dormir avec ses chaussures, ce qui me brisait le cœur chaque soir. Je les trouvais encore lacés à ses petits pieds. Je veux que tous les parents qui regardent ceci sachent que la partie la plus difficile d'une trahison comme celle-ci n'est jamais la paperasse. C'est de voir vos enfants absorber un tremblement de terre qu'ils n'ont pas provoqué et ne peuvent pas comprendre, et de devoir rester solide pour eux alors que vos propres fondations sont activement démantelées. J'ai commencé à faire du conseil en design en freelance à temps partiel pendant ces semaines, juste pour maintenir un flux d'argent. Je dessinais des plans de cuisine pour des inconnus sur la table de cuisine d'Ottoline après que les enfants soient endormis. Mon ordinateur portable était appuyé contre une pile de livres d'images d'Anson parce que la prise d'Ottoline était du mauvais côté de la pièce pour un bureau convenable. Je me souviens d'une nuit où je me suis endormi au milieu d'une phrase dans un courriel à un client et où je me suis réveillé à 4 heures du matin avec un torticolis et le lapin en peluche de Coraline d'une manière ou d'une autre niché sous mon bras. Bien que je ne me souvienne pas qu'elle me l'ait apporté. Ottoline m'a trouvé là le matin et n'a rien dit à ce sujet. Elle a juste fait du café pour 2 et a posé le mien sans un mot, de la même manière que Ransom le faisait, sauf que cette fois, cela ne ressemblait pas à une performance de gentillesse. C'était comme si quelqu'un me voyait vraiment. Il y a eu un mardi, environ 3 semaines plus tard, où l'enseignante de Coraline a appelé pour me dire qu'elle avait pleuré silencieusement à son bureau pendant l'heure du compte et ne voulait pas dire pourquoi. J'ai quitté une visite client à moitié terminée pour aller m'asseoir sur le parking de l'école avec ma fille sur mes genoux pendant 20 minutes avant qu'elle ne me dise qu'elle avait peur que papa ne l'aime plus parce qu'il criait la nuit. Je lui ai dit la vérité avec des mots assez simples pour qu'une fillette de 6 ans puisse les comprendre. Que les adultes font parfois des choix qui n'ont rien à voir avec l'amour qu'ils portent à leurs enfants, et que rien de ce qu'elle avait fait et rien de ce que j'avais fait n'avait causé ce qui s'était passé dans cette cuisine. Je ne sais pas si elle m'a complètement cru ce jour-là. Je sais qu'elle le croit maintenant. Kreza a agi rapidement. En une semaine, elle a déposé une contre-poursuite qui incluait un incident documenté de violence domestique étayé par les dossiers de la clinique d'urgence, des photographies horodatées et une déclaration écrite d'Ottoline confirmant l'état dans lequel j'étais arrivé cette nuit-là. Ainsi qu'une motion d'urgence concernant la garde temporaire et la résidence des enfants.
Un juge examinant le dossier m'a accordé la garde physique principale temporaire en quelques jours, ainsi qu'une ordonnance restrictive temporaire exigeant que Ransom garde ses distances avec moi et ne communique que par l'intermédiaire de son avocat. Il n'était manifestement pas ravi de cette dernière partie, car cela signifiait qu'il ne pouvait plus simplement se présenter ou que je sois et se frayer un chemin par la parole comme il l'avait fait dans chaque négociation de notre mariage. Pendant ce temps, la nouvelle de l'ordonnance restrictive temporaire a atteint le groupe d'investissement d'Annabelle plus vite que Ransom ne pouvait contrôler le récit qui l'entourait. J'ai appris plus tard, grâce à des documents apparus lors de la procédure de communication des pièces, que le groupe d'investissement avait une clause standard de moralité et de risque de réputation dans sa proposition de conditions. Ce qui n'est pas surprenant compte tenu du fonctionnement de ces accords, et qu'un dépôt de plainte documenté pour violence domestique contre le principal opérateur de l'entreprise était exactement le genre de risque médiatique qui refroidit l'argent prudent. Annabelle, à son crédit ou à son impitoyabilité, selon la façon dont vous voulez le voir, n'a pas ralenti par loyauté. Elle a plutôt commencé à restructurer discrètement l'accord pour contourner entièrement Ransom, s'adressant directement au cabinet de Cresa pour demander avec une audace à couper le souffle si je serais intéressé par la vente pure et simple de ma participation dans la fiducie pour ouvrir la voie. Un accord qui n'avait plus besoin de lui comme visage. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Annabelle n'avait jamais vraiment été loyale envers Ransom. Elle avait été loyale envers l'accord. Il était un moyen pour parvenir à ses fins, exactement de la même manière que, dans son esprit, j'en étais devenu une pour lui. Il n'avait tout simplement pas encore réalisé qu'il avait été rétrogradé au rang d'obstacle. Tout comme moi. J'ai dit non à Annabelle, évidemment. Cresa a livré ce nom elle-même par écrit avec un niveau de froideur professionnelle que j'ai trouvé profondément satisfaisant à lire, même de seconde main. Annabelle n'a cependant pas accepté ce nom tranquillement. Elle a appelé mon téléphone portable directement 2 jours plus tard. Je n'ai jamais su comment elle avait obtenu le numéro et j'ai choisi de ne pas dépenser d'énergie à me le demander, et sa voix était plaisante de cette manière spécifique que les gens ont juste avant de dire quelque chose conçu pour vous blesser. Elle m'a dit qu'elle comprenait que tout cela devait me sembler très personnel, mais que je devrais vraiment considérer si s'accrocher à un bien immobilier sentimental valait le coup de voir une entreprise en pleine croissance stagner à cause de ce qu'elle a appelé une signature et beaucoup de sentiments. Elle a dit que Ransom lui avait dit que j'étais le genre de personne qui aimait se sentir nécessaire et que peut-être si je vendais ma participation discrètement, je pourrais me sentir nécessaire une fois de plus en faisant la chose mature. J'étais assise dans ma voiture devant l'école de Coraline, le téléphone contre mon oreille, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile et très froid, l'exact opposé du tremblement que j'avais ressenti la nuit de la gifle. Je lui ai dit, aussi calmement que possible, que mon père avait construit ce bâtiment de ses propres mains avant qu'elle ou Ransom n'y mette les pieds, que ma signature n'était pas sentimentale, elle était légale. Et qu'elle pouvait dire à Ransom que j'avais dit que l'accord qu'il poursuivait était mort au moment où il avait décidé qu'une décennie de ma vie était jetable. Puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre parce que je n'avais plus besoin d'avoir le dernier mot. J'avais juste besoin qu'elle sache qu'elle n'en aurait pas un non plus. Cet appel téléphonique, plus que la gifle, plus que les papiers sur la table, a été le moment où j'ai arrêté de pleurer mon mariage et commencé à me préparer pour la suite. Le chagrin vous rend petit. La colère, la bonne sorte, celle qui n'est pas gaspillée sur des gens qui ne méritent pas votre énergie, vous rend précis. Mais dire non n'était pas la vengeance. La vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi, bien que j'en sois venu à la considérer moins comme une vengeance et plus comme un simple refus de disparaître, est arrivé environ 6 semaines après ce dîner d'anniversaire dans une salle de conférence à laquelle j'ai insisté pour assister moi-même. L'avocat de Ransom avait demandé une réunion de règlement, espérant clairement négocier à la baisse le dépôt de plainte pour violence domestique et sauver une version du plan original, peut-être une participation partielle dans l'entité opérationnelle de Solstice, sinon dans le bâtiment lui-même. Je me suis assise en face de mon mari de 10 ans pour la première fois depuis la gifle. Il avait l'air fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Annabelle n'était pas dans la pièce. Je l'ai remarqué immédiatement, et je pense que Ransom a remarqué que je le remarquais. Cresa a exposé clairement notre position. La fiducie restait intacte et intouchable. L'arrangement de garde temporaire deviendrait très probablement permanent étant donné l'incident documenté. Et c'était la partie que je lui avais demandé de garder pour la fin, la partie que je voulais dire moi-même. L'accord d'exploitation de Solstice Omen Design, celui que Ransom avait rédigé des années plus tôt pendant une période où il s'occupait, selon ses propres mots, du côté commercial pour que je puisse me concentrer sur le côté créatif.
me listait comme détentrice de 50% des parts avec une clause spécifique exigeant le consentement unanime des partenaires pour tout changement de structure de l'entreprise, vente ou investissement extérieur. Ransom avait écrit cette clause lui-même des années auparavant, à l'époque où il voulait me rassurer, se rassurer lui-même en réalité, qu'aucun de nous ne pourrait jamais pousser l'autre dehors unilatéralement. Il l'avait conçu comme un geste romantique à l'époque, un partenaire protégeant l'autre. Il n'avait simplement jamais imaginé une version du futur où il serait celui qui essaierait de l'invoquer contre moi, pour découvrir qu'elle fonctionnait exactement aussi bien en sens inverse. Vous avez besoin de ma signature pour la fiducie, lui ai-je dit. Finalement, à travers cette table de conférence, avec les mêmes 4 mots que j'avais prononcés dans l'embrasure de ma cuisine 6 semaines plus tôt, sauf que cette fois, j'ai terminé la phrase. Vous aviez aussi besoin de ma signature pour l'accord d'exploitation. Vous en avez eu besoin tout ce temps, Ransom. Vous n'avez juste jamais pensé que vous en auriez besoin. J'ai vu quelque chose en lui se briser enfin. Pas de colère cette fois, mais avec la dévastation particulière et silencieuse d'un homme réalisant que les murs qu'il pensait avoir construits autour de lui étaient en fait des murs qu'il avait construits autour de moi depuis le début sans le savoir. Voici ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, exposé clairement parce que je pense que les faits simples importent plus que toute fioriture dramatique que je pourrais y ajouter. Lors de la diligence raisonnable finale, l'avocat des investisseurs a confirmé les restrictions de la fiducie et la clause de consentement unanime directement auprès du cabinet de Cresa, exactement comme des investisseurs rigoureux sont censés le faire avant une clôture. L'accord d'investissement s'est entièrement effondré une fois qu'il est devenu clair que ni la fiducie ni l'accord d'exploitation ne pouvaient être contournés. Le groupe d'investissement d'Annabel s'est retiré, citant des complications de propriété non résolues, ce qui est le langage d'entreprise pour exactement ce que cela semble être. Annabel elle-même, j'ai entendu par des connaissances mutuelles, est passée à une autre entreprise dans l'année, son intérêt pour Ransom étant apparemment exactement aussi durable que son utilité pour elle l'avait été. Le dépôt de plainte pour violence domestique, étayé par la documentation de la clinique d'urgence et la déclaration d'Ottoline, a abouti à une ordonnance de protection à long terme me couvrant personnellement dans le cadre de notre jugement de divorce final. Tandis que les échanges parentaux avec Ransom étaient gérés par des arrangements structurés, non pas entièrement éliminés parce que Cresa a été clair avec moi que les tribunaux favorisent le maintien d'une relation parentale où la sécurité peut être raisonnablement gérée par une structure, mais restreinte d'une manière qui a finalement mis officiellement sur papier ce qui s'était passé dans ma cuisine cette nuit-là. J'ai obtenu la garde physique principale. L'accord d'exploitation de Solstice a été restructuré par la médiation, et parce que Ransom avait, dans sa propre tentative précipitée de me forcer à partir, enfreint la clause même de consentement unanime qu'il avait écrite en poursuivant les discussions d'accord avec le groupe d'Annabel sans ma connaissance ou mon consentement, je me suis retrouvé, par le biais d'un règlement juridique, avec une participation de contrôle dans l'entreprise pour laquelle j'avais bâti les relations avec les clients et la réputation en matière de design en premier lieu. Ransom a conservé une participation minoritaire et un rôle de consultant en opération, rendant compte à une structure de gestion où je détenais désormais l'autorité de contrôle pour la première fois en une décennie. Je ne m'en suis pas vanté. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Je ne l'ai pas appelé pour le lui faire remarquer. J'ai simplement signé les papiers, dans le bureau de Cresa, au même bureau où j'avais appris pour la première fois ce que la prévoyance de mon père avait réellement protégé, et j'ai senti pour la première fois en des mois que je pouvais respirer à fond. Ottoline vient toujours au match de soccer de Coraline, d'ailleurs. Elle et moi sommes plus proches maintenant qu'elle et son propre frère, ce que ni l'une ni l'autre n'avions prévu, et dont nous sommes toutes les deux tranquillement reconnaissantes. Elle me dit parfois que voir ce qui s'est passé a changé la façon dont elle parle à sa propre fille d'argent, de paperasse et de ne jamais supposer qu'un mariage vous protège de la manière dont les gens promettent qu'il le fera. Je ne pense pas qu'elle le dise comme un avertissement contre l'amour. Je pense qu'elle le dit de la manière dont j'en suis venu à le comprendre moi-même, que aimer quelqu'un pleinement et se protéger pleinement n'ont jamais été censés être des opposés, peu importe combien de gens insistent sur le contraire. Anson ne dort plus dans ses chaussures. Il m'a demandé le mois dernier, de but en blanc, alors que je le bordais, si papa allait venir à sa fête d'anniversaire cette année. Je lui ai dit oui, aux jours et aux heures que le tribunal avait arrangé, et que son père l'aimait même si les choses entre adultes avaient changé entre nous deux. Il a accepté cette réponse de la manière dont les enfants de 4 ans acceptent la plupart des choses, complètement, puis a immédiatement demandé s'il y aurait du gâteau. Coraline m'a demandé il y a quelques mois ce qui se serait passé si je n'avais pas dit ces 4 mots cette nuit-là dans l'embrasure de la porte. Je lui ai dit la vérité. Je les ai dit parce qu'un instinct en moi,
quelque chose que mon propre père avait intégré dans ma vie une décennie avant que l'un ou l'autre d'entre nous n'existe, m'a murmuré que je me tenais sur un terrain plus solide que quiconque dans cette cuisine ne le croyait. Elle y a réfléchi un long moment puis a demandé si grand-père avait su d'une manière ou d'une autre que cela arriverait. Je dirige Solstice à plein temps maintenant depuis le même bureau d'entrepôt avec la brique apparente que Ransom a un jour complimenté avant même de me complimenter moi. La liste des clients s'est allongée. Le portfolio de design est entièrement à mon nom pour la première fois depuis que j'ai laissé le nom de quelqu'un d'autre s'imprimer à côté du mien. Certains matins, je me surprends encore à sursauter légèrement lorsque j'entends une chaise racler bruyamment contre un sol. Un vieux réflexe d'une cuisine où je ne vis plus. Il s'estompe un peu plus chaque année. Je ne pense pas qu'il le savait. Je pense qu'il a simplement compris quelque chose sur l'amour et la propriété que je n'avais pas pleinement compris moi-même jusqu'à la nuit où j'en ai eu le plus besoin. Que protéger les gens que vous aimez signifie parfois les protéger des personnes exactes qu'ils aimeront un jour en retour. Si vous aviez été dans cette cuisine cette nuit-là, regardant une décennie de votre vie vous être remise dans une enveloppe, auriez-vous fui ou vous seriez-vous retourné et auriez-vous dit 4 mots bien à vous?